Briante Mendoza, cinéaste philippin découvert avec John, film sur l'adoption sans concession, fut rapidement placé sous les feux de la rampe puisqu'il fut régulièrement sélectionné au Festival de Cannes en compétition. Cela ne veut pour autant pas dire qu'il a fait toujours l'unanimité, bien loin de là. Des films comme Cerbis, par exemple, divisèrent la presse comme le public, tandis que des films comme Ma Rosa ou Lola suscitèrent, eux, un enthousiasme quasi général. Mendoza revient ici avec un film, Alpha, The Right to Kill, qui, sans aucun doute possible, divisera à nouveau. Le film se rapproche d'ailleurs, à cet égard, de Kinate, qui avait en son temps provoqué moult débats sur le bien fondé de filmer la violence comme une finalité en soi. Alpha, The Right to Kill s'en rapproche par sa thématique de fond, qui consiste à filmer les quartiers déshérités de Manille et d'en faire le théâtre de situations plus violentes les unes que les autres, mais aussi par sa stylistique de réalisation. Alpha, The Right to Kill se déroule dans les quartiers pauvres de Manille. Le film met en évidence les principes mis en avant par le président Duterte, élu en 2016, et qui fit de la lutte antidrogue un de ses arguments principaux de campagne. Duterte, qui fut par ailleurs largement et ouvertement soutenu par Briante Mendoza, s'est lancé depuis son élection dans une guerre contre le trafic de drogue et la corruption dans la police. Nous suivons donc ici, dans Alpha The Right to Kill, un officier de police et un petit dealer devenu indique. Tous deux vont tenter de coincer l'un des plus gros trafiquants de Manille, évidemment au péril de leur vie, mais aussi, bien sûr, de la vie de leurs proches. Alors revenons sur ce qui rapproche Alpha The Right to Kill d'un film comme Kinate. Outre la toile de fond, il y a aussi un style qui peut se définir, qui peut se schématiser par l'usage récurrent d'une caméra portée à hauteur d'homme de manière à crédibiliser et apporter un surcroît d'authenticité aux actes filmés. Très bien. Mais une caméra à l'épaule, ça n'est pas que cela. Alors déjà, il faut avouer que ce principe a été adopté par Mendoza sur tous ses films et qu'il constitue en soi une véritable signature stylistique. Mais il n'est pas le seul à utiliser ce parti pris formel. Alors, pourquoi Mendoza se distingue-t-il des autres ? Bon, ça reste à prouver. Mais en tout cas, pourquoi utilise-t-il ce procédé-là ? Alors pour le comprendre, il faut revenir au sens induit par justement ce procédé de caméra portée ou de caméra à l'épaule sur la lecture d'une œuvre filmique. Ce principe de caméra à l'épaule est généralement et paradoxalement associé à la restitution du réel. C'est curieux, c'est là que c'est paradoxal, parce que le réel ne nous parvient pourtant pas ainsi. C'est-à-dire que nous ne voyons pas bouger le monde de la sorte chaque fois que nous nous déplaçons dans l'espace. Donc, pourquoi cette association contre nature ? C'est parce que le procédé, qui s'affranchit de la lourdeur de la machinerie cinématographique en général, est celui utilisé dans le monde du reportage ou, de temps en temps, dans le documentaire. Dans une œuvre de fiction, l'usage est parfois plus retors qu'il n'y paraît. C'est avant tout un choix esthétique. Inévitablement, celui-ci rappelle le travail documentaire, donc, et peut afficher la volonté de se rapprocher de l'esprit réaliste qui colle au cinéma documentaire. Mais le procédé peut être porteur d'un autre sens et servir d'autres intentions. Il peut être question d'aller à l'encontre du réalisme, puisque la restitution des images sur l'écran de cinéma s'éloigne de la manière dont l'homme voit et perçoit l'espace lorsqu'il le traverse. Ce principe a, dans ce cas précis, pour fonction de retranscrire une instabilité intérieure liée au personnage par lequel les images du film nous parviennent. Comme dans Kinate, c'est sur ce point bien précis que le film pose problème. Nous ne remettons pas en cause le brio de la réalisation, mais plutôt la finalité du brio de la mise en scène. Car le but reste obscur. Que nous dit l'image ? Que nous vend-elle ? Si nous appliquons les principes de lecture analytique déclinés il y a quelques instants, le film se devrait d'être un instantané de la vie d'un policier et de son indique lancé dans une enquête risquée. Pas de problème, le film est cela. Caméra à hauteur d'homme, Mendoza filme la crudité des territoires sous contrôle des systèmes mafieux et le sordide quotidien des dealers, des drogués, des policiers et, bien sûr, de la population des quartiers pauvres. Très bien, on est OK. On pourrait alors espérer que l'instabilité des cadres soit perceptible ou extrêmement soulignée dans les scènes où une tension s'installe dans la dramaturgie. Opération de police, arrestation, enquête en territoires hostiles, etc. Seulement voilà, les oscillations du cadre sont permanentes et hantent tout le film. Seule hypothèse plausible alors, cela tend à indiquer que c'est le monde philippin qui se déploie dans le labyrinthe poisseux des rues de Manille qui tangue. Nous serions alors en présence d'une figure de l'incertitude qui reflèterait l'impermanence de la société philippine. Pourquoi pas, mais là, nous ne sommes plus raccords. Enfin, c'est Mendoza qui ne l'est plus parce que la politique mise en place par Duterte a été et est soutenue par Briante Mendoza. On pourrait voir ici, si on était un petit peu tatillon, ce que nous sommes ici, dans notre approche critique, une incohérence entre intention et réalisation.
Le film et son esthétisme semblent nous indiquer que la politique de Duterte est discutable en certains points. Or, le cinéaste, dans ses prises de position, nous dit le contraire. Que penser et qui croire? Le cinéaste Mendoza ou bien le citoyen Mendoza? Ou alors ces spéculations n'ont pas lieu d'être. Mais en ce cas, la violence, dans le film, telle qu'elle est montrée, telle qu'elle est exposée, ne serait qu'un pur spectacle. Mendoza fait de la violence telle qu'il l'expose une expression en soi qu'il faut considérer non pas comme un discours, mais comme une finalité plastique, comme un idéal artistique dans lequel les spéculations intellectuelles disparaîtraient au profit d'une simple image spectaculaire. De ce point de vue, il convient donc de s'interroger sur la portée et la finalité du film, et de se dire que nous sommes bien loin de Stanley Kubrick, par exemple, pour qui la violence était thématisée comme un processus de déstabilisation civilisationnelle. La violence n'a d'intérêt sur un écran que lorsqu'elle est un élément dialectique, lorsqu'elle fait le lien entre psychisme et physique, lorsqu'elle fait le lien entre intériorité et extériorité, afin de retranscrire les souffrances d'une âme, quitte à ce que cette âme devienne l'échantillon d'une douleur plus vaste qui s'étend à l'échelle d'une nation. Pas sûr que ce soit le cas, hélas, ici. En tout cas, Alpha The Right to Kill ravive un débat que l'on pensait passer de mode sur la nature de la violence dans l'image et, de ce point de vue au moins, le film mérite un détour, histoire, justement, d'alimenter le débat et de savoir quoi en penser.